Un autre sujet qui a fait débat en 2016, c'est la création d'un secret des affaires. Alors la directive a été adoptée le 14 avril dernier par le Parlement européen. Là encore pour mémoire, d'abord petit rappel de ce que c'est avec cet extrait d'une vidéo qui a été réalisée par nos confrères de France Info. La directive sur le secret des affaires a été votée le 14 avril à une écrasante majorité par le Parlement européen. Le texte doit permettre aux entreprises européennes de se protéger contre la menace de l'espionnage industriel. Une protection juridique dont sont aujourd'hui dotés les États-Unis, le Japon, la Chine et donc l'Europe. Désormais, les entreprises pourront attaquer en justice toute personne qui dérobera ou rendra publiques des informations ayant une valeur commerciale effective ou potentielle. Alors on va me dire, on entend qu'Élise Lucet dans cette émission, mais pardon, vous étiez à la tête de ce combat-là. J'étais pas toute seule, il y avait Fabrice et on était beaucoup derrière. Fabrice, Edoui Plenel, etc. Mais non, vous avez fait un peu une icône. Oui, mais il fallait une tête de gondole, comme on dit. Donc j'ai fait tête de gondole, mais franchement, j'étais pas seule. Bon, on va faire parler Fabrice alors. Oui, non, il y avait... Informer n'est pas un délit, qui est un collectif qui s'est vraiment créé à ce moment-là. Et Fabrice en a été un des membres extrêmement actifs pour le coup. Et ça a été formidable parce que c'est quelque chose qu'on a lancé juste après les attentats. En plus, on était tous très choqués après les attentats de Charlie Hebdo qui étaient juste à 8 mètres de notre bureau. Et en quoi, Fabrice 5 jours, 6 jours, tous les médias sont venus. C'est comme le sida. Alors attendez, parce que il y a à dire d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que côté français, effectivement, le projet a été abandonné, mais côté européen, la directive a été adoptée. On n'a pas tout gagné, loin de là. Mais quelque part, est-ce que le combat n'est pas perdu? Parce que la directive, elle va se transposer en droit français. Absolument. En fait, c'est une histoire qui a été prise à l'envers. Elle est d'abord arrivée, en quelque sorte, par la fenêtre au Parlement européen, à la faveur de la loi Macron, nuitamment en commission à l'Assemblée nationale. Parlement français, est arrivé le secret des affaires qui a surgi comme ça dans la loi, qui n'était pas prévu, et qui créait un peu aux affaires économiques une sorte de secret défense aux affaires commerciales. Et c'est ça qui nous a réveillés tardivement et qui nous a permis, parce qu'on a commencé à 10, on est arrivé à 300 dans le bureau du ministre, j'abuse à peine, et ça a permis de retirer ce texte scandaleux qui promettait la prison, grosso modo, aux journalistes qui faisaient leur travail. Mais le problème, c'est comme vous le dites, c'est qu'en fait le secret des affaires revient non pas par la fenêtre, mais par la porte, qui est la grande porte du Parlement européen qui travaillait sur un projet de directive qui a donc été voté depuis 3 ans. Et le système européen fait que maintenant tous les pays membres vont devoir traduire en droit interne, comme on dit, ce secret des affaires, qui est problématique à plusieurs égards. Non pas qu'il ne faille pas du secret dans une démocratie. Voilà, je crois qu'il faut expliquer ça quand même, parce qu'on peut se dire aussi, une société, elle a le droit aussi de protéger ses données, elle a le droit de protéger ses informations. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde autour de la table, mais je pense qu'il y aura peut-être un consensus. Personne n'est contre le secret. Il faut du secret dans une démocratie. Il faut du secret défense pour protéger les intérêts supérieurs militaires. Il faut du secret médical, il faut du secret de la vie privée, du secret des affaires, pourquoi pas sur le principe. Mais le problème, notamment que nous avons en France, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est que le secret, il est mal défini. Où commence-t-il, où s'arrête-t-il? Et il est très mal contrôlé. Il est entre les mains du pouvoir politique ou du pouvoir industriel. Les contre-pouvoirs ne sont pas suffisants. Et le secret des affaires tel qu'il est défini dans la directive européenne, même s'il y a eu quelques petits amendements qui permettent un peu de protéger la presse, mais si peu... je le précise, c'est l'article 4. Absolument. Ça dit précisément, les lanceurs d'alerte ne seront pas poursuivis s'ils violent le secret des affaires pour protéger l'intérêt public général. Oui, sous condition de révéler notamment des délits, de révéler des fautes ou de révéler des mauvais comportements. Mais qui décide si ça n'a pas été jugé que c'est un délit? Qui décide que c'est une faute? Les LuxLeaks, le cabinet d'audit, ils n'ont pas commis de faute, ils n'ont pas commis de délit au regard du droit luxembourgeois. Donc le secret des affaires, tel qu'il est rédigé aujourd'hui dans la directive européenne, aurait été un coup près pour empêcher la publication des LuxLeaks. Alors, pardon. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est donc une réponse à toutes les enquêtes qu'on a lancées, clairement. Mark Hunter, justement, vous qui êtes journaliste américain, un des arguments pour défendre cette directive, c'est de dire, regardez, les Américains, ils font ça, eux, ils protègent bien leurs secrets. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça chez vous? Écoutez, plusieurs choses. Parce que les journalistes travaillent chez vous, malgré ça. Ils travaillent, mais la grande différence entre les Américains et certains Européens, en Angleterre, on ne peut pas dire autant, mais c'est qu'on travaille vachement plus sur les sources qui ne sont pas secrètes. On travaille beaucoup plus sur la documentation publique. En data.
Pardon? En data, en fait. Data, En données, mais nous Non, mais regardons est-ce ça. qu'effectivement vous avez le sentiment que dans votre pays, J'ai les le entreprises se sentiment que protègent depuis mieux? longtemps, on Et est-ce que ça pénalise la presse ou pas? On essaie à arrêter les gens de parler. Au Royaume-Uni, l'année dernière, il y avait un scientifique qui a publié des recherches scientifiques sur quelque chose qui pouvait impliquer une société. On lui a poursuivi, OK? La révélation de données publiques commence à être un délit, OK? Ça, c'est depuis des années. C'est pas étonnant que les entreprises qui ont des milliards de dollars en jeu essaient à contre-attaquer. Mais je pense que là, ils font un peu erreur, OK? Parce que l'importance des données publiques à nos sociétés, pas simplement leurs entreprises, c'est trop grand. Alors, il y a une autre information qu'on peut donner qui a peu été débattue dans les médias finalement, mais il y a quand même un projet de loi qui s'appelle étrangement Égalité et citoyenneté, dans lequel on a glissé un article ou plusieurs articles qui a priori ne seront pas adoptés par l'Assemblée nationale, mais on a vu le Sénat vouloir donc placer dans cette loi un certain nombre de dispositions, dont celle par exemple, et là ça vous concerne Fabrice Arfi, parce que vous êtes sur le numérique, Mediapart, les sites pourraient être assignés devant les tribunaux de commerce, avec des délais de prescription pour diffamation qu'on augmenterait de 3 mois à 1 an d'ailleurs, ce qui pourrait potentiellement coûter très cher à ces sites Internet, puisque devant les tribunaux de commerce, on demande des dommages et intérêts, on demande de l'argent. Ce n'est pas qu'une condamnation pénale comme en diffamation. Il a même été question que l'information et la poursuite d'une information sur Internet soit imprescriptible, comme un crime contre l'humanité. Il y a des sénateurs quand même dans notre pays qui ont pensé ça. Bon. Oui, alors en fait, je pense que là, c'est la démonstration qu'une partie de notre monde politique, je crois, vit dans un monde parallèle. Très clairement, qui n'ont pas très bien compris ce qu'impliquait la révolution numérique dans nos sociétés, qui pensent que le monde se sépare encore entre, pour la presse, le papier et le numérique. Je crois que ça a un peu changé, ça. On s'informe aujourd'hui beaucoup plus sur un écran que sur du papier. Et en effet, cela participe d'une forme de criminalisation, entre guillemets, de délictualisation, pour être plus juste en droit, de l'information sur Internet qu'on voudrait cornaquer et mettre dans la nasse de formes de pression financière qui sont insupportables. Nous avons à répondre de ce que nous faisons devant le juge, qui est le gardien des libertés, et notamment celui de la liberté d'informer, à condition que ce soit dans le cadre de la loi prévue à cet effet, qui s'appelle la loi du 29 juillet 1881, et non pas devant un tribunal de commerce. Qui régit la presse. Qui s'appelle la loi sur la liberté de la presse. Absolument. Jacques Princeau. Juste une petite anecdote, parce qu'effectivement, il y a des menaces de contournement de la loi de 1881, celle qui réglemente la loi sur la presse. La loi sur la presse. Magnifique. Et donc l'anecdote, c'est simplement quand vous créez un site comme Médiacité, une des premières choses que vous faites, c'est trouver un bon avocat, et c'est ce qu'on a fait, et souscrire un forfait all-inclusive. Je suis désolé, c'est de l'anglais. Oui, parce que vous aussi, vous êtes concerné par ces menaces, et vous n'avez peut-être d'ailleurs pas les moyens qu'à Mediapart. Exactement. Donc nous, on veut faire de l'enquête sur le terrain dans les grandes villes. On prend un forfait qui comprend tout avec un avocat, parce qu'on veut se border. C'est le premier risque qu'on encourt. Nous, pour Cache Investigation, depuis la toute première émission, chaque émission est visionnée 2 ou 3 fois par notre conseil juridique avant diffusion. Donc on est tous maintenant à travailler avec des avocats dans nos salles de montage, dans nos rédactions, partout.